Salut les investisseurs autonomes. Aujourd'hui, petite vidéo pour être en mode révision des termes de base. Parce que c'est certain, on est tous à des moments différents dans notre parcours d'investisseur. Et bien, on est tous passés par apprendre les premiers pas. Des fois, sur le groupe, ça peut aller un peu plus poussé, mais là, des fois, c'est le fun de revenir sur les termes en soi, puis être capable ensuite de se guider dans nos recherches, réflexions futures quand on fait nos apprentissages. Donc, tu sais, premier terme, je pense qu'on peut soulever, c'est on parle de la bourse. Ben la bourse, que tu investisses dans des actions individuelles, du trading, que tu achètes des fonds communs à l'institution financière traditionnelle ou que tu fasses avec des fonds négociés en bourse, des termes qu'on va définir là, dans les prochaines minutes, bien, tu passes par la bourse. La bourse, c'est cette place d'échange-là où les gens peuvent aller transiger des titres financiers comme des actions de compagnie, donc des parts de compagnie, ou des obligations qui vont être comme si on fait un prêt à une compagnie ou à un gouvernement. Donc, la bourse, c'est cette espèce de grosse place d'échange-là où tout est transigé entre les participants du marché, entre les investisseurs, entre les acheteurs et les vendeurs. Et pour suivre l'évolution de cette bourse-là, ben, il y a ce qu'on appelle les indices boursiers. Donc, c'est des listes prédéterminées d'entreprises. Souvent, ça va être les plus grandes entreprises de la bourse. Et là, quand on va suivre la moyenne de ces entreprises-là, bien, on va être capable de voir ça a été quoi la performance générale des marchés boursiers de la bourse dans son ensemble. Et cette liste-là, bien, ou ces listes-là, parce qu'il y en a, il peut y avoir une liste au Canada ou une liste aux États-Unis, donc des indices par différentes régions. Mais il peut y avoir aussi des indices par secteur aussi. Et bien, ces indices-là plus généraux de pays, ça fait là, très, très, très longtemps que c'est en vigueur. C'est juste que dans les années 80, là, les gens se sont mis à réaliser que ben, c'était difficile pour les gestionnaires de portefeuille actifs là, qui sélectionnaient des compagnies ici et là pour faire des portefeuilles, ben, de battre cette liste prédéterminée-là des plus grandes entreprises dans un certain créneau, dans une certaine portion de la bourse, un certain pays. Et là, ben, c'est là que les fonds communs, donc des traditionnels, se sont mis à faire des indices boursiers. Et là, graduellement, c'est allé plus vers les fonds négociés en bourse. Mais que ce soit des fonds communs ou des fonds négociés en bourse, ce que c'est, dans le fond, c'est juste une grande collection d'entreprises qu'on peut acheter là uniquement avec un fonds, donc commun ou négocié en bourse. Puis ça nous permet de s'exposer à une certaine région, un certain degré de risque, une certaine industrie. Et bien, en utilisant ces différents fonds-là, on est capable de construire un portefeuille. Donc, dans quoi on va investir notre argent, puis que ça va être réparti à différents endroits pour être le plus professionnel possible et respecter notre degré de risque. Et on va utiliser ces fonds-là pour le faire. Fonds communs d'habitude, ou en anglais, on appelle fonds mutuels. Des fois, c'est un anglicisme qu'on utilise. De ce côté-là, c'est plus dans le système traditionnel. Et fonds négociés en bourse, comme je dis, c'est plus individuel. La différence va vraiment être la façon que c'est distribué essentiellement. Donc, le fonds commun doit passer par la banque en soi ou l'institution. Souvent, il va y avoir des gestionnaires de portefeuille derrière qui vont essayer d'identifier les bons titres. Et là, ça va passer également par le conseiller financier. Et versus le fonds négocié en bourse, bien, c'est acheté directement par soi-même à la bourse à travers notre plateforme de courtage en ligne. Et bien là, on saute tout un palier d'intermédiaires, si je peux dire. Puis c'est pour ça que ça peut être super intéressant du côté autonome. Parce que juste en termes de frais d'un et l'autre, à cause des différents paliers qui sont pris, bien, la différence de frais entre fonds négociés en bourse puis fonds communs traditionnels est importante. Tu sais, en moyenne, au Canada, c'est environ un 2 de frais. C'est pas rare qu'on voit des 2,3, 2,4, 2,5 de frais qui est pris sur l'entièreté du montant investi. Et ça, si ça monte, si ça baisse, ce frais-là en pourcentage est pris versus fonds négociés en bourse quand on parle plus indiciel, donc qui réplique les grands indices boursiers, les grandes collections d'entreprises. Bien, ça peut être des frais aussi peu que 0,2 0,1, 0,2
Donc là, l'astuce, bien, c'est de pouvoir les utiliser de façon professionnelle puis avoir cet avantage structurel de frais versus les fonds communs traditionnels. Donc, possibilité de réduire ses frais énormément, puis ça fait effet boule de neige dans le temps. Tout ça, pourquoi, dans le fond, un autre terme qu'on peut venir définir, mais ce terme-là de rendement, qui, dans le fond, on veut réduire nos frais, mais avoir le même genre de degré de risque ou de professionnalisme pour viser ultimement des rendements supérieurs. Et le rendement, bien, c'est de le voir comme étant tout simplement le rythme de progression de notre épargne qui est investie. C'est de le regarder toujours en pourcentage. Si vous regardez ça en dollars, bien, plus votre montant investi va grandir, puis plus vous allez voir des grandes swings en dollars. Donc, ça va être difficile à gérer mentalement, mais si vous le voyez plus en pourcentage, bien, ça va plus être constant au fil du temps, si je peux dire, vos émotions à gérer là-dedans. Et le suivi va être plus facile. Et ces rendements-là, ce rythme de progression, bien, va venir de l'augmentation de la valeur de ce dans quoi on investit, puis de l'autre, bien, des dividendes qu'on peut recevoir, donc des portions des profits que les entreprises versent aux actionnaires. Et nous, en détenant des fonds négociés en bourse, par exemple, bien, on est actionnaire de ces compagnies-là et là, on reçoit des dividendes directement dans notre compte. Ou bien peut se faire aussi avec des intérêts qu'on va appeler. Les intérêts, ça va plus être du côté des obligations, donc la portion moins risquée du portefeuille. Et l'obligation, comme je rappelle, c'est plus une façon de prêter à une entreprise ou des entreprises à travers les collections d'entreprises dans les fonds ou au gouvernement, puis en échange, mais de recevoir un certain taux d'intérêt et de se faire rembourser après un certain nombre d'années. C'est sûr qu'on a accès à travers les fonds, puis on a tout un éventail aussi du côté des obligations, tant que du côté des actions. Puis bien ça, si on pense un petit peu à l'imposition aussi, tu sais, quand on va parler d'intérêt, du côté des obligations, si bien sûr on a rempli nos comptes CELI, REER, puis ça c'est des coquilles, des façons d'investir là, libres d'impôts. Mais si on investit à l'extérieur de ces CELI, REER-là, bien là, il va falloir payer sur nos intérêts comme si c'était un revenu plein, puis avoir notre plein taux d'imposition. Tandis que si c'est des dividendes, donc une portion des profits qui est versée aux actionnaires, donc nous, en détenant les fonds, bien c'est imposé d'une certaine façon. Et là, une autre façon, c'est si on investit, puis là, ça monte en valeur et on va être imposé uniquement quand on va vendre nos parts pour réaliser nos projets. Et ça va être là, fiscalement le plus avantageux possible. On va être imposé à peu près à 50% de ce gain-là et le 50% va être imposé à notre taux d'imposition personnel. Donc, pour éviter ces impôts-là, ben, c'est utiliser ces comptes-là, CELI, REER ou REE pour les enfants, puis il y en a d'autres, mais c'est des coquilles, puis à travers lesquels on peut aller mettre de l'argent et investir de la façon qu'on veut. Ça peut être dans les fonds communs, ça peut être dans des fonds négociés en bourse, dans des actions. Nous, on privilégie vraiment les fonds négociés en bourse, mais on utilise la même coquille, donc on peut vraiment sauver de l'impôt de cette façon-là, puis utiliser ces outils-là du gouvernement. Si les REER, CELI et autres sont ailleurs, mais ça peut être aussi transféré puis le gérer en autonome. Donc, de dividendes, je pourrais mentionner aussi dividendes qu'on reçoit, mais c'est quoi? Je le dis, c'est une portion des profits. Je pense que je l'ai parlé. Puis quand on va vers des entreprises qui versent des dividendes, bien, ça va être des entreprises qui sont plus matures, plus stables, qui ont généralement des plus hauts niveaux de profit. Ça fait en sorte que, étant donné qu'il y a moins de croissance ou d'opportunités de croissance future, eh bien, ils donnent des profits à leurs actionnaires pour que les actionnaires puissent les réinvestir de leur côté comme ils veulent. Tandis que des entreprises plus croissance, plus tôt dans leur cycle de maturité, si je peux dire, bien, vont vouloir reprendre ces profits-là puis les investir le plus possible au fil des années pour grandir jusqu'à ce qu'elles deviennent un peu en manque d'opportunités de croissance, puis là, le verser en dividendes aux actionnaires. Et donc, tout ça, peut-être un autre terme aussi, là, on parle de taux d'intérêt puis de la Banque centrale. Bien,
la Banque centrale, donc la Banque du Canada, va vraiment venir déterminer c'est quoi le taux d'intérêt de base. Et là, on va s'en servir comme étant le taux sans risque, vraiment, dans lequel on pourrait investir sans aucune volatilité. Et là, de là, bien, voir c'est quoi les autres options disponibles d'investissement, c'est quoi les rendements qui sont donnés, toujours en se comparant un petit peu avec cette alternative sans risque-là. Et la Banque centrale puis le contrôle des taux d'intérêt, bien, ça va avoir vraiment un gros impact sur, oui, l'économie en soi, de vouloir la ralentir ou l'accélérer, mais aussi sur combien que les investisseurs sont prêts à payer pour les différents placements ou les différents actifs financiers qu'on va dire. Donc, si on pousse un petit peu plus, ben pourquoi ils veulent bouger les taux d'intérêt? Ben, ça peut être aussi, comme dans le cas présentement, à cause de l'inflation. Donc, ils veulent monter le coût d'emprunt pour faire en sorte que ça ralentisse l'activité économique. Donc, que finalement, il y a moins de demandes puis que ça vienne ralentir la montée des prix due à l'inflation. Donc, je vous lance toutes sortes de termes comme ça, mais si ça vous permet là, de se démêler un petit peu ou du moins de prendre des petites notes ou de remettre la vidéo en slow ou en pesant sur pause, bien, ça sera déjà ça de gagner. Puis n'hésitez pas à poser des questions, soit ici en commentaire ou à m'écrire directement pour pouvoir éclaircir plus de certaines de ces questions-là. Puis qui sait, voir si je peux vous accompagner là-dedans. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, les investisseurs autonomes. Je vous dis bons investissements. Salut!